Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux caractéristiques physiologiques chez l'enfant. Plus précisément, dans le monde sportif, en fait, on retrouve beaucoup de choses. En fait, on pense qu'il y a l'existence d'une tendance à vouloir commencer un entraînement sportif sérieux, souvent à un très jeune âge. Par exemple, on va retrouver ces concepts, ces idées en gymnastique, en natation, où en fait les sportifs, des fois, débutent leur carrière à l'âge de 6 ans, voire même des fois beaucoup plus tôt. L'idée principale, la philosophie de l'entraînement, est vraiment basée sur la supposition que l'entraînement précoce va faciliter les performances ultérieures en améliorant la physiologie ou le mental de l'enfant, ou même des fois les deux. De nos jours, il existe en fait un corpus considérable de connaissances scientifiques qui peut vraiment essayer de répondre aux réponses physiologiques du jeune pratiquant durant l'exercice et à l'entraînement. Donc précisément, en fait, dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de regrouper l'ensemble de ces informations sous forme d'un grand résumé global pour essayer de structurer quelques idées directives qui nous semblent être essentielles pour pouvoir en fait proposer un ou des entraînements physiques qui sont à la fois sûrs et efficaces en fait pour les enfants, les jeunes prépubères, mais aussi les adolescents. La première idée sur laquelle il va falloir voir et essayer de comprendre les choses, ce sont les caractéristiques physiologiques. Bien que chez l'enfant, le cœur et les poumons sont généralement proportionnels à la taille corporelle, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus petits que chez l'adulte, en fait, l'enfant va continuer à grandir, et plus il va grandir, plus ses organes vont aussi se développer, et entre guillemets, on peut dire qu'ils sont en train de grossir. En complément, on peut dire la concentration en hémoglobine, en hématocrite et le nombre de globules rouges sont moins importants chez l'enfant que chez l'adulte. Pour la simple raison que le corps est beaucoup plus petit, donc la quantité, elle, est moins importante. En plus de ça, l'idée c'est de se dire qu'ils vont atteindre leur pleine maturité, tout simplement après la puberté. Donc pour l'hémoglobine par exemple, c'est les protéines qui se trouvent dans les globules rouges et qui en fait permettent de capter les molécules d'oxygène. L'hématocrite, c'est le rapport du volume des globules rouges par rapport au volume sanguin total, qui comprend à la fois le plasma, le sel, l'eau, les globules rouges, les plaquettes, etc. Les globules rouges, eux, ou on peut appeler ça aussi l'hématie, transportent l'oxygène que en fait l'hémoglobine a capté. Étant donné que le taux de diffusion des différents gaz dans les poumons dépendent de la surface de la membrane alvéolaire, donc de la concentration d'hémoglobine et de la capillarisation pulmonaire, alors en fait la capacité de diffusion pulmonaire est généralement plus faible chez les enfants et les jeunes que chez les adultes. L'idée aussi, c'est que la fréquence cardiaque au repos est plus élevée chez les enfants que chez les adultes. Le volume cardiaque et le débit cardiaque, eux, sont beaucoup plus faibles. Afin de définir un peu les choses, donc le volume cardiaque, ça représente le volume de sang qui remplit le cœur. Le débit cardiaque, lui, c'est le volume de sang fourni par le cœur par unité de temps. Donc le plus souvent, c'est par minute. En revanche, on peut considérer que l'index cardiaque, qui lui est un indicateur de performance cardiaque d'un individu, met en avant et met en relation le volume de sang pompé par le cœur et la taille de l'individu. Donc on observe quoi? On observe qu'il y a une plus grande différence entre les individus jeunes et adultes, ce qui suggère qu'en fait la circulation est bien adaptée par rapport à la taille du corps. La deuxième chose, ça va être la puissance aérobie, qui est souvent utilisée comme un indice de la capacité d'endurance et de la capacité cardio-respiratoire chez les athlètes. Donc on retrouve la plupart du temps des données qui montrent une augmentation de l'absorption maximale absolue d'oxygène, donc précisément la VO2 max, avec l'âge chez les enfants jusqu'à environ 16 ans, et plus particulièrement chez les garçons, et on retrouve la même chose chez les filles à partir de 14 ans. Ces différences sont généralement liées selon la croissance et plus précisément selon l'augmentation de la masse musculaire. Lorsqu'on regarde précisément la différence entre les garçons et les filles, lorsqu'elle est vraiment exprimée par rapport au poids corporel, la puissance aérobie semble plafonner environ à partir de 8 ans chez les garçons et chez les filles. Et si on regarde un petit peu plus loin encore, les filles plus âgées, donc on va considérer que les filles fin de puberté, donc supérieures à 14 ans, ont fréquemment une diminution de leur puissance aérobie relative.
Pour un petit peu résumer les choses, les valeurs moyennes de la puissance aérobie sont plus élevées pour les garçons que pour les filles après 8 ans. Quel que soit en fait, si on les prend de valeur absolue, donc obtenues directement, ou relative, donc selon le poids du sujet. La différence, c'est qu'elle est généralement attribuable à des différences de taille, mais surtout à la masse musculaire qui est beaucoup plus importante chez les garçons. Et ça joue vraiment un rôle majeur. Une autre caractéristique à prendre en considération sont les caractéristiques musculo-squelettiques, plus précisément autour des fibres musculaires. Donc en fait, chez l'homme, on remarque que l'épaisseur des fibres musculaires à la naissance est d'environ 1/5 de celle d'un adulte. Ça va nous permettre en fait d'observer qu'il y a la possibilité d'avoir une augmentation avec l'âge de la masse musculaire d'environ, on va dire 23-24%, selon le poids corporel à la naissance, à environ 40% à l'âge adulte. En considérant les valeurs absolues, donc les valeurs précises, qu'on obtient par exemple c'est lorsqu'on se pèse sur la balance, on remarque que la masse musculaire passe de près de 0,78 kg à la naissance à environ 28 kg à pleine maturité, donc après la puberté chez le garçon. L'épaisseur des fibres musculaires continue à, elle, d'augmenter jusqu'à environ 18 ans, et chez les garçons, elle est grandement facilitée par la sécrétion de testostérone après la maturation sexuelle. En complément de ça, on peut observer que le nombre de fibres musculaires continue d'augmenter pendant une courte période après la naissance. Ce qu'on remarque en complément, c'est que le diamètre des fibres musculaires à la naissance est d'environ 15 picomètres, alors que chez l'adulte, cette valeur approche plutôt les 60 picomètres. Si l'on va un petit peu plus loin, donc en fait, on peut regarder qu'à l'âge de 1 an, le diamètre des fibres, elle, est d'environ 30% de celles qu'elles vont être obtenues à l'âge adulte. Et vers l'âge de 5 ans, on est à peu près à 50% de la valeur totale chez l'adulte. On peut remarquer que la taille et le volume des mitochondries sont plus importants chez les personnes âgées de 1 mois à peu près 13 ans que chez les adultes. Plus précisément, les mitochondries, pour rappel, sont souvent décrites comme les centrales énergétiques des cellules. C'est-à-dire que c'est à cet endroit où nous avons donc la contribution à la production essentielle d'ATP cellulaire. Si l'on regarde plus précisément le tableau, on peut remarquer quelque chose. Donc, du fœtus jusqu'à on va dire la 20e semaine de gestation, on retrouve souvent les fibres musculaires primaires. Donc, celles qui sont dites indifférenciées, donc celles de type 2C. À la naissance, donc si on va vraiment à ce sujet-là, on a environ 20% des fibres musculaires qui sont de ce type, donc de type 2C. Donc le tableau montre que par âge, donc 1 an, 6 ans jusqu'à l'âge adulte, le pourcentage de fibres de type 1 est à peu près la même que chez les adultes. Donc si on regarde à partir d'1 an jusqu'à adulte, on peut observer une grande ressemblance. Cependant, on peut regarder aussi que les fibres de type 2CL sont pratiquement inexistantes et qu'elles évoluent au cours du temps. Dès la naissance, elles sont à peu près à 20%, alors que dès 1 an, en fait, elles passent à 0, jusqu'à l'âge adulte qui continue à rester 0. Il en ressort qu'à l'âge de 6 ans, la répartition des fibres de type 1, 2A et 2B sont pratiquement identiques à celles de l'adulte. Si l'on s'intéresse au squelette humain, on peut observer que tout le cartilage se forme dans l'embryon. Donc le cartilage est ensuite remplacé petit à petit par de l'os dur. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'ossification. Chez l'homme, la croissance et la maturation des os longs et irréguliers s'étendent d'environ la 7e semaine de gestation jusqu'au début de l'âge adulte. L'ossification peut se terminer n'importe où, de 15 à 25 ans. Et en fait, ça peut varier selon les différents individus. Les os, donc qu'on va considérer comme étant les os longs, l'ossification, elle, complète est marquée par la fusion précisément de l'épiphyse et de la diaphyse. Si l'on regarde plus précisément la maturation du squelette avec une analyse radiographique, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que chez les filles, l'évolution de la maturation du squelette amène une augmentation, une avancée sur l'âge chronologique chez les filles.
À l'inverse, chez les garçons, en fait, on peut remarquer un retard sur l'âge chronologique, jusqu'à environ l'âge de 17 ans pour les garçons. Et la différence d'âge squelettique entre les deux sexes arrive au moment, et normalement le plus souvent à son maximum, donc c'est-à-dire à partir de 12 ans, lorsqu'en fait les filles commencent à s'approcher ou atteignent leur pleine puberté. Si l'on observe un petit peu aussi l'impact que ça peut avoir lié à la consommation d'oxygène par rapport à l'augmentation de la masse musculaire. On peut observer que le VO2 max montre une augmentation progressive avec l'âge chez les garçons jusqu'à environ 18 ans. Si l'on observe plus précisément chez les filles, on remarque qu'elles commencent à présenter une asymptote à partir de 14 ans. Lorsqu'elle est en fait exprimée par rapport à l'unité de poids corporel, donc une valeur relative, le VO2 max, lui, reste constant tout au long des années de croissance chez les garçons, mais semble diminuer chez les filles après environ 10 ans. Cette différence entre les sexes peut être en fonction de la masse corporelle maigre. Lorsque le VO2 max est exprimé comme une fonction du volume maigre des jambes, par exemple, donc production de force au niveau des membres inférieurs, la relation est dite linéaire et similaire chez les garçons et chez les filles. Cependant, une étude en 1987 de Sungartz et de Brad Betty ont observé en fait des différences significatives entre les sexes chez les enfants de 8 et 13 ans, même lorsque le VO2 max était normalisé et exprimé par unité de masse corporelle maigre ou selon le volume des jambes. Avec l'augmentation de l'effort, de la masse musculaire, on peut essayer d'observer aussi les réponses cardiaques liées à l'effort. Donc au cours d'un exercice, le plus souvent la fréquence cardiaque et le débit cardiaque, lui, augmentent progressivement chez les jeunes avec une augmentation de l'intensité de travail. Donc plus on augmente l'intensité de travail, plus la fréquence cardiaque et le débit cardiaque, lui, va augmenter proportionnellement. Néanmoins, si on regarde plus précisément par rapport à l'adulte, donc faire une petite comparaison entre les deux, l'enfant, lui, a un volume systolique relativement faible et une fréquence cardiaque qui, elle, est beaucoup plus élevée au repos et à l'exercice. Corr, en 1974, lui, a montré que le flux sanguin à travers les muscles en exercice est souvent proportionnellement plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Et la différence en fait artério-veineuse en oxygène pendant l'exercice sous-maximal a lui été rapportée comme étant plus importante chez les enfants. La capacité à acheminer considérablement une plus grande partie de sang à travers les muscles et en extraire l'oxygène peut essayer de compenser le débit cardiaque inférieur à des prises d'oxygène spécifiques observées donc chez l'enfant par rapport à l'adulte. Donc c'est l'une des grandes différenciations et une différenciation qui amène une certaine adaptation chez l'enfant. Il a été aussi montré et noté que lorsque les enfants sont comparés aux adultes, la pression artérielle à l'exercice, et plus particulièrement à la pression systolique, est relativement plus faible chez les jeunes. Il a également été noté et montré que lorsque les enfants sont comparés aux adultes, la pression artérielle à l'exercice, et plus précisément la pression systolique, a tendance à être relativement faible chez les jeunes. Avec l'augmentation de la circulation sanguine, il va falloir aussi adapter la respiration, les réponses respiratoires. La première chose va être la ventilation pulmonaire qui est largement dépendante des caractéristiques anatomiques de la poitrine, de la ventilation maximale absolue qui peut aussi augmenter avec l'âge. Saris et collaborateurs en 1985, eux, ont observé une augmentation du pic de ventilation minute pendant l'exercice avec l'âge jusqu'à 16 ans chez les hommes et environ 14 chez les femmes. Donc la ventilation minute correspond au volume pulmonaire qui peut être mobilisé en 1 minute. Cependant, on peut observer que lorsqu'elle est exprimée selon la masse corporelle, donc en kilogrammes, la ventilation maximale est similaire chez les enfants, les adolescents, mais aussi chez les adultes. De plus, on peut remarquer qu'en fait la ventilation sous-maximale, elle est beaucoup plus élevée chez les enfants que chez les adultes et a même tendance à diminuer avec l'âge.
On peut regarder un peu plus précisément la relation entre le taux métabolique et la ventilation pulmonaire, qui est illustrée sur l'image à côté. Il est clair et évident qu'à une certaine vitesse métabolique donnée, la ventilation est beaucoup plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte. Néanmoins, lorsque les variables, elles, sont normalisées et représentées sous forme de pourcentage de ventilation maximale par rapport donc au pourcentage de consommation maximale d'oxygène, il peut y exister des différences liées à la désagrégation de l'oxygène. Lorsqu'on observe ça, on peut observer que lorsqu'on en a ça, ça nous amène à suggérer que le contrôle de la ventilation est similaire chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Néanmoins, qu'il y a aussi certaines différenciations. Cette différence est souvent observée au niveau de la fréquence respiratoire, qui est beaucoup plus élevée chez les enfants que chez les adultes tout au long du continuum d'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants semblent avoir un rapport entre le volume courant et la capacité vitale plus petite que les adultes. Le volume courant donc correspond bien au volume d'air normal déplacé pendant la ventilation normale. La capacité vitale, elle, correspond au volume d'air expiré après une inhalation extrêmement profonde, donc une grande inspiration. Ainsi, la ventilation à l'effort chez les enfants est souvent caractérisée par une tachypnée relative et un volume courant beaucoup plus petit, ce qui en fait un mode de ventilation moins efficace. Donc la tachypnée représente l'augmentation de la fréquence respiratoire à volume courant normal. La fréquence respiratoire, quant à elle, a tendance à avoir une relation, on va dire, linéaire avec l'intensité de l'exercice. Sauf peut-être lorsqu'un effort est trop intense et lorsqu'il y a une tendance à l'hyperpnée. Donc l'hyperpnée, à l'inverse, c'est l'augmentation de l'amplitude des mouvements respiratoires. Donc quelle que soit l'intensité d'exercice donnée, la fréquence respiratoire aura tendance à augmenter avec l'âge. Lors d'un effort, on a souvent une augmentation de la température corporelle. Et le plus souvent, on a un système qui est dit thermorégulateur de dissipation de chaleur. Chez l'enfant comme chez l'adulte, la fonction du système thermorégulateur permet donc de dissiper la chaleur du métabolisme, dont la génération est fortement accélérée durant l'effort. Les principaux mécanismes de perte de chaleur métabolique sont le plus souvent la transpiration par évaporation et la dissipation circulatoire par le sang. Donc la dissipation circulatoire est due à la circulation du sang à la surface de la peau qui favorise en fait la dissipation de l'excédent de la température corporelle. Donc, dans les activités comme la marche, la course, en fait, le plus souvent, l'enfant génère plus de chaleur métabolique par unité de taille corporelle que l'adulte. L'enfant présente des taux de transpiration qui sont réduits dans des conditions données de température ambiante et d'intensité d'exercice, et commence aussi à transpirer à une température centrale plus élevée que chez l'adulte. Le plus souvent, lorsqu'on est sur de la régulation, le plasma sanguin a pour rôle donc de transporter les cellules sanguines et les substances nutritives, permet de la régulation de l'eau et des sels minéraux de l'organisme, l'irrigation des tissus, la défense contre les infections, la coagulation, etc. Lors d'une augmentation de la thermorégulation, on peut observer une amplification par une faible quantité donc de plasma présent dans le sang. Cela a un rôle d'handicap à la dissipation thermique qui sont souvent amplifiées par le pool de plasma qui est relativement faible et mis en évidence chez les individus prépubères. Ainsi, le jeune est moins efficace pour réguler la température centrale à l'exercice que l'adulte. Cela se reflète le plus souvent dans la faible tolérance à la chaleur qui est bien documentée en fait chez les enfants. En complément, on peut remarquer aussi une tolérance à l'eau froide qui a souvent été signalée comme insuffisante chez les enfants. En 1980, une étude a été faite par Barr et ses collaborateurs qui ont identifié une hypohydratation volontaire chez les garçons qui font de l'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'en fait, la température centrale des différents participants augmentait proportionnellement à leur déficit hydrique et le taux d'augmentation de la température centrale était plus élevé chez les garçons que chez les adultes. Ainsi, il semble être vraiment nécessaire d'exiger un remplacement donc, de liquide toutes les 15 à 20 minutes chez les enfants et les adultes qui font de l'exercice.
Donc qu'est-ce qu'on entend par liquide? C'est vraiment l'hydratation, la place de l'eau. Donc compte tenu du fait que l'enfant a un pool de plasma qui est plus petite, à partir de laquelle il y a davantage une perte d'eau, sous forme donc le plus souvent de sueur, il faut amener une forte intention autour de la réhydratation lors de cette perte hydrique, puisqu'une importance physiologique est plus importante chez l'enfant que chez l'adulte. Il existe donc une mise en garde sur le remplacement hydrique qui est particulièrement critique chez les jeunes pendant l'exercice, car une quantité donnée de perte d'eau, même si elle est corrigée par rapport donc à la taille corporelle, est d'une plus grande importance physiologique chez l'enfant que chez l'adulte. La seule source énergétique que le corps humain utilise est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Chez les enfants, les concentrations moyennes en ATP sont de 2,65 millimoles par kilogramme, contre 20 millimoles par gramme chez les adultes. Donc ces valeurs sont nettement inférieures à celles rapportées chez les adultes. On remarque que les garçons de 11 à 15 ans affichent des valeurs d'ATP au repos qui sont assez similaires, mais des niveaux de glycogène musculaire qui sont inférieurs par rapport aux hommes adultes. Néanmoins, on peut remarquer que l'ampleur de la diminution de ces paramètres pendant un exercice intense est à peu près la même chez les enfants préadolescents que chez les hommes adultes. Ça suggère fortement que plus l'enfant est jeune, plus la limitation du métabolisme anaérobie lactique est grande. Le lactate est souvent un indicateur de fatigue. Une baisse du lactate musculaire a une charge de travail relative donnée pour un enfant par rapport aux adultes, nous ont montré qu'il y a un déficit en O2 plus petit et un début plus précoce du métabolisme oxydatif chez les enfants durant l'exercice. On peut ainsi trouver une capacité oxydative beaucoup plus importante chez les enfants et une augmentation du volume des mitochondries musculaires qui semble être plus élevée chez les enfants que chez l'adulte. Si on voit les choses différemment, on peut penser qu'il semblerait que les enfants devraient être métaboliquement capables de faire des exercices qui sont brefs mais aussi intenses, donc un gros travail de vitesse, mais qui sont moins capables de faire de l'exercice qui nécessite de la glycolyse anaérobie, donc par exemple le travail de vitesse de plus de 30 secondes. Et en plus de ça, les enfants semblent être bien équipés pour avoir une activité aérobie plus de 5 minutes. Les besoins en ATP amènent une adaptation du système cardiovasculaire. L'effet de l'entraînement sportif sur ces paramètres-là, et plus particulièrement chez les enfants, suggère que l'entraînement d'endurance chez les jeunes entraîne une diminution progressive de la fréquence cardiaque sous-maximale à l'exercice et une augmentation du débit cardiaque à une intensité d'exercice qui est donnée. Il existe donc des preuves qui indiquent que l'entraînement d'endurance chez les jeunes augmente les capillaires pulmonaires, ce qui suggère que cela peut avoir mis en corrélation avec la prolifération capillaire qui est induite par l'entraînement dans les muscles. Les capillaires sont précisément les lieux d'échange où les globules rouges se chargent en oxygène. Cependant, bien que les enfants et les jeunes aient répondu à un entraînement aérobie de la même manière que les adultes, en fait on remarque un tel entraînement au cours de la première décennie, donc à partir de 10 ans, grand maximum 10 ans, semble être beaucoup moins efficace. Les scientifiques se sont vachement orientés sur le volume sanguin, et plus précisément le volume plasmatique, c'est-à-dire le volume total de sang, qui augmente avec l'entraînement d'endurance chez l'adulte. En fait, on a cette adaptation qui n'a pas été observée, par exemple avec le sprint ou l'entraînement en puissance. Vraiment, il reste encore une fois plein d'incertitudes sur la réponse du volume plasmatique au sprint et à l'entraînement en puissance, qui est différente en fait chez les enfants et chez les jeunes par rapport aux adultes. Si l'on observe l'adaptation respiratoire chez l'enfant, et plus particulièrement au niveau du tableau, on peut observer certains changements de la fonction pulmonaire chez les enfants qui peut être associé à l'entraînement. Donc, parmi ces changements les plus, on va dire, les plus importants,
On peut observer en fait une diminution de la fréquence respiratoire et de la ventilation minute pendant un exercice sous-maximal. En conjonction, donc en lien avec une augmentation de l'extraction en O2, le résultat est une amélioration de l'efficacité de la ventilation. Les mécanismes qui sont responsables de ces adaptations ne sont pas encore vraiment clairs, mais peuvent commencer en fait à se dire que ça peut inclure une capacité aérobie qui est accrue avec une faible dépendance au métabolisme anaérobie et une augmentation, qu'on va dire concomitante, du stimulus métabolique sur la respiration, c'est-à-dire plus précisément des changements de lactate et du pH sanguin. La fréquence respiratoire maximale et la ventilation semblent totalement augmenter chez les enfants qui sont entraînés physiquement. Ça peut être dû à une réponse secondaire à l'augmentation de l'absorption maximale d'oxygène et donc simplement une expression d'une capacité existante. Il y a aussi une augmentation de la capacité respiratoire qui est le reflet d'une augmentation de la capacité des muscles respiratoires à comprimer la paroi thoracique et les poumons qui peut en fait augmenter une plus grande capacité vitale. Tout cela va avoir vraiment une influence sur la puissance aérobie. Donc on va avoir une augmentation significative du VO2 max qui a été rapportée avec des intensités d'entraînement de 70 à 85% du VO2 max qui est maintenu de 20 à 30 minutes par jour, environ 3 fois par semaine durant 6 semaines. Donc les effets de ce programme de formation à long terme, donc supérieur à 6 mois, sur les enfants sont perturbés par des changements normaux de croissance, mais aussi de maturité qui peuvent se produire. Dans une étude longitudinale des garçons suivis pendant 4 ans, donc de 10 ans, 11 ans à 14, 15 ans, ils ont observé en fait une augmentation de 67% du VO2 max, alors qu'il y avait une augmentation faible mais insignifiante du VO2 max normalisé pour la masse corporelle. En 1981, Zoner et Benson ont fait un état un petit peu de jeunes nageurs qu'ils ont suivi pendant 3 ans durant des entraînements et de la compétition intensive. Ils ont pu observer une augmentation significative du VO2 max entre chaque année de l'étude pour les garçons et les filles. Ces changements ont toujours été plus importants en fait chez les garçons. En allant encore un petit peu plus loin sur l'augmentation du VO2 max, Cunningham et ses collaborateurs en 1984 ont réalisé plusieurs études sur la formation qui rapportent les augmentations du VO2 max allant donc de 2% à environ 16%. La plupart des sujets avaient entre 10 et 15 ans. Et les données sur les très jeunes enfants posent vraiment souci, puisqu'en fait il y en a très peu, donc il est difficile d'avoir vraiment des idées précises à ce sujet-là. En 1980, Corr a suggéré que la limite supérieure de la formation du VO2 max est d'environ 60 ml par kilo par minute pour les garçons de 12 à 15 ans. Chez les garçons, le VO2 max a semblé fortement augmenter entre 14 et 16 ans, alors que chez les filles, le VO2 max, lui, reste totalement inchangé durant cette même tranche d'âge. Lorsqu'elles sont normalisées par rapport au poids corporel, les valeurs les plus élevées ont été observées chez les enfants à partir de 8 ans. Chez les garçons, le VO2 max était similaire entre 10 et 16 ans, tandis que chez les filles, il y avait une tendance à des valeurs beaucoup plus basses avec l'âge. Pour permettre une augmentation de la force musculaire liée donc à cette puissance aérobie, Comey et Carlson en 1979 ont démontré un effet génétique très puissant sur la distribution des fibres de type 1, donc des types de fibres à contraction lente. La plasticité du tissu musculaire a démontré qu'en fait la réponse musculaire adaptative à l'entraînement physique est plus susceptible d'être de nature aérobie qu'anaérobie. Ainsi, en fait, il est beaucoup plus clair que les athlètes de puissance ou de sprint peuvent être clairement différenciés des athlètes d'endurance sur la base de la répartition de leurs fibres musculaires. À partir donc de ce rapport, on peut observer et on peut supposer que les athlètes avec un pourcentage élevé de fibres de type 1
ont un avantage sur ceux qui ne sont pas dotés de la même manière dans les épreuves d'endurance, alors que les athlètes avec proportionnellement plus de fibres de type 2, donc à contraction rapide, présentent un avantage dans les activités de sprint et de puissance. On peut retrouver des données assez récentes qui indiquent que des changements dans la distribution de la typologie des fibres musculaires peuvent être induites par la nature de l'entraînement physique. L'hypertrophie des fibres musculaires chez les jeunes athlètes a été scientifiquement étudiée et on a pu observer que l'entraînement provoquait une hypertrophie des fibres de type 1, mais aussi des fibres de type 2 chez les athlètes prépubères. Les effets de l'entraînement physique sur le système squelettique, y compris celui de l'enfant, ont permis de montrer que l'entraînement stimule la croissance osseuse chez les jeunes garçons, mais aussi chez les jeunes filles. De plus, cet effet qui est stimulant de l'entraînement semble être lié à des gains de force musculaire beaucoup plus importants. Beaucoup ont dans l'idée que en fait, l'entraînement physique très intense va vraiment retarder la croissance du squelette. L'idée revient à prendre les différentes thématiques et proposer différentes recommandations. La première, ce sera au niveau de l'endurance. Si on résume un petit peu les choses, on a observé que les jeunes post-pubères s'adaptaient physiologiquement à l'entraînement d'endurance de la même manière que les adultes. Donc d'un autre côté, les personnes dans la première décennie, donc les 10 premières années de leur vie, semblent être considérablement moins sensibles à l'entraînement, même si leurs performances athlétiques, elles, peuvent être améliorées. Les scientifiques, eux, n'ont rien observé précisément. La littérature scientifique suggère que l'entraînement d'endurance est physiologiquement non préjudiciable pour l'enfant. En s'intéressant sur la puissance aérobie et la capacité anaérobie, si l'on observe la puissance aérobie, elle est souvent ajustée en fonction du poids corporel chez les enfants prépubères en bonne santé et qui sont non entraînés, et montre des valeurs beaucoup plus élevées que chez les adultes en bonne santé non entraînés. Et le plus souvent, ça atteint donc le pic à partir donc de 8 et 10 ans. De plus, on peut remarquer une augmentation de la puissance aérobie chez les hommes à partir donc de 16 ans, qui est souvent probablement due à des niveaux élevés d'androgènes circulants et une augmentation de la masse musculaire. La capacité anaérobie, quant à elle, qui est souvent mesurée par le test anaérobie Wingate, augmente avec l'âge pour les garçons et les filles, qui peut même atteindre un certain plateau chez les deux sexes vers l'âge de 2 ans. Les valeurs moyennes ont tendance à être bien plus élevées pour les garçons, même que lorsque celles-ci sont normalisées en fonction du poids corporel. Une différence qui peut également être expliquée par des différences de masse musculaire, en particulier en prenant en considération par exemple celle de la jambe. Si l'on remarque et si l'on compare par rapport aux adolescents et aux jeunes adultes, la capacité anaérobie des enfants prépubères est beaucoup plus faible. Les jeunes enfants semblent avoir une capacité glycolytique qui est dite inférieure, ce qui se traduit le plus souvent par des concentrations de glycogène plus faibles dans le muscle squelettique. De plus, le taux de glycolyse est évidemment moindre chez les jeunes enfants, ce qui est vraiment cohérent avec une activité réduite de la phosphofructokinase chez les enfants par rapport à l'adulte. D'après donc l'ensemble de ces choses, donc d'après tout ce qu'on vient de dire, il semblerait que les qualités innées de la capacité d'endurance chez les jeunes n'entraînent aucune limitation sévère de leur capacité à subir un entraînement d'endurance. En fait, les jeunes semblent être mieux équipés physiologiquement pour les activités d'endurance que pour les efforts de sprint et de puissance. Au niveau du développement musculaire, on a observé que les jeunes athlètes qui réussissent avaient en fait une plus grande force musculaire que ceux qui étaient moins compétents. Cela veut dire que fait, chez les jeunes athlètes, le paramètre de force et de puissance est souvent positivement lié à la capacité du travail anaérobie et négativement lié à l'absorption maximale d'oxygène. On sait cependant qu'il est bien connu que l'augmentation de la force est proportionnelle et est positivement associée à l'âge chronologique. Et qu'en fait, les augmentations de force en tant que résultat d'un entraînement de force spécifique sont de la plus grande ampleur après l'atteinte le plus souvent de la maturité sexuelle. Ainsi, il est probable que les jeunes qui atteignent la maturation de manière précoce connaîtront un succès précoce en tant qu'athlètes. De la même manière, on peut aussi observer des athlètes
qui ont été immatures et non, entre guillemets, finis, mais qui peuvent exceller beaucoup plus tard, à partir de la puberté. L'entraînement à la résistance a démontré une grande efficacité pour faciliter le développement de la force musculaire. Il existe des preuves convaincantes que ce type d'entraînement de résistance concentrique, supervisé, était non seulement efficace, mais aussi totalement sûr. Les recherches scientifiques ont en outre signalé des améliorations significatives de la capacité aérobie, de la flexibilité et de la capacité de saut vertical chez les sujets prépubères entraînés avec des exercices de résistance. Il semblerait aussi qu'une force musculaire supérieure soit un facteur influençant sur la réussite sportive des jeunes et que bien la meilleure réponse à l'entraînement en force soit démontrée après le début de la maturation sexuelle. L'entraînement de résistance des enfants peut être à la fois donc sûr et efficace. Donc un tel entraînement bien et soigneusement supervisé devrait comprendre un aspect du régime d'entraînement conçu pour la plupart des athlètes pré- et post-pubères. On peut aussi s'attarder sur la maturation en proposant que les taux de croissance et de maturation diffèrent selon les enfants. Il existe en fait une variété de facteurs qui peuvent influencer la croissance et la maturation, y compris les antécédents génétiques, nutritionnels, l'état de santé général et tout. Donc en fait, le taux de changement est un élément qui est dit important pour évaluer la croissance et le développement de diverses dimensions corporelles. Par exemple, Core en 1980, lui, a signalé des changements de taille qui peuvent survenir à partir de 13 ans. Tandis qu'en fait, on peut aussi avoir une augmentation plus importante des mesures de la fonction pulmonaire qui, elles, se produisent à 15 ans. L'ensemble de ces données existantes sur les effets de l'activité sur la croissance et la maturation sont souvent confondues par des facteurs tels que les biais de sélection, les variations d'intensité et la durée de l'entraînement. Donc l'ensemble de nos données doivent être aussi nuancées. Donc l'âge auquel, par exemple aussi, l'entraînement a été institué et l'état nutritionnel des sujets. Il est possible d'avoir plusieurs conclusions générales qui peuvent être tirées en prenant ces différentes parties. L'ensemble de l'entraînement physique ne semble pas avoir donc un effet significatif sur la taille des enfants en pleine croissance. Il semblerait qu'il y ait plein d'études qui disent qu'ils ont pu observer une augmentation donc, de la taille de la population engagée dans l'entraînement physique et qu'il y a eu par contre un manque de contrôle pour observer l'état de maturité initiale, les variations de la maturité et le moment de l'adolescence pour observer en fait la poussée de croissance. C'est pour ça qu'on a souvent des conflits et des grandes discussions sur est-ce que le sport ralentit ou ne permet pas la croissance. Bien que la composition corporelle change considérablement pendant la croissance normale, en particulier pendant l'adolescence, l'entraînement physique, lui, modifie encore la composition corporelle. Plus précisément, un entraînement régulier entraîne une augmentation de la masse corporelle maigre, et principalement des tissus musculaires, et une diminution des tissus adipeux chez les enfants post-pubères. À ce jour, il y a peu d'informations sur les effets de l'entraînement sur la composition corporelle des enfants en prénaissance, mais l'ampleur du changement de la composition corporelle semble être en fonction de l'intensité de l'entraînement. Les augmentations de la masse musculaire sont souvent associées au groupe musculaire qui est souvent engagé dans l'entraînement et sont donc en fonction de l'intensité de la surcharge. Ainsi, les adaptations de la formation sont cohérentes avec les principes généraux de spécificité et de surcharge. Si l'on continue sur la maturation, l'entraînement physique, lui, sert à augmenter la minéralisation et la densité osseuse, en supposant bien sûr un état nutritionnel qui est dit normal. Donc les données corollaires sur le développement des enfants, quant à elles, sont très limitées. Watson, en 1973, a pu rapporter une différence significative dans la minéralisation et la largeur de l'humérus entre le membre dominant et le membre non dominant sur les joueurs de baseball amateurs âgés de 8 à 19 ans. Il existe des données expérimentales sur les animaux qui ont été exposés à l'entraînement, qui suggèrent une altération de la croissance osseuse, donc vraiment la longueur de l'os, mais néanmoins,
n'ont pas été véritablement documentés aussi chez l'homme. Par contre, il y a quelques études qui ont observé que des os beaucoup plus longs ont été présents dans le bras dominant des joueurs de tennis à haut niveau par rapport au bras non dominant. En allant sur ce sujet-là, un entraînement physique et une compétition de haute intensité peuvent aussi influencer la maturation sexuelle chez les filles. Un certain nombre d'études ont observé un retard dans l'apparition de la ménarche chez les jeunes athlètes féminines de compétition hautement entraînées. Cependant, la question est de savoir si elle est génétiquement dérivée ou elle est due à un entraînement prépubère qui reste une question totalement encore ouverte. Elle est probablement due à la théorie de la graisse critique. Ce concept propose que l'atteinte d'un niveau critique entre guillemets de graisse est essentiel à l'apparition de la ménarche et qu'un entraînement physique intensif maintient les niveaux de graisse en dessous du seuil requis pour activer la ménarche. Il y a plein d'autres recherches qui tendent à réfuter ce concept. Donc la question de la ménarche retardée due à l'entraînement physique est à nouveau confondue avec des tendances peut-être génétiques, une intensité des programmes d'entraînement et un état nutritionnel. Le plus souvent, cet état nutritionnel peut être particulièrement plus pertinent car les schémas nutritionnels, donc chez les filles, comprennent souvent des habitudes alimentaires qui peuvent être dites bizarres, comprenant l'anorexie et la boulimie. Bien que les augmentations de force peuvent être plus présentes et plus précisées chez les garçons prépubères par un entraînement de résistance, un tel entraînement est plus efficace après le début de l'adolescence.